C'est vos questions et on va prendre et on va y répondre. Il y en a déjà qui ont laissé pas mal de questions, plein de questions intéressantes, t'as vu, qu'on a vues Ouais. juste avant. Alors, Thierry, toi, bonjour bien sûr à la régie, bonjour aux autres membres de l'équipe connectée, hein, bien sûr, ex-membres aussi certainement. Ils doivent tous nous regarder. Et donc, toi, alors comment on peut te définir, hein? Un activiste de l'alimentaire, Hum, oui, en tout cas, quelqu'un qui a à cœur de partager d'abord une histoire, c'est-à-dire quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire déjà le fait que j'étais moribond à une époque et je me suis posé des questions. C'est-à-dire j'étais en sale état il y a 8 ans de ça, voilà, j'étais pas viable, on va dire. J'étais très faible, j'étais très maigre, j'ai perdu énormément de poids, j'avais une tuberculose dans un état avancé, des problèmes au foie, des problèmes au pancréas. Et, Et on m'avait toujours dit, bon, de toute façon, enfin, j'avais suivi le cursus classique, un petit peu médical, antibiothérapie, et ainsi de suite. Et ça marchait pas d'année en année, j'allais de plus en plus mal. Et là, alors que j'étais en train de mourir doucement, il y a des gens qui m'ont susurré une idée un peu folle, quoi. Ils m'ont dit, mais il suffirait de changer complètement ton alimentation, de revenir à quelque chose de plus brut, et à l'époque c'était même totalement cru, et tout va changer. Alors, au point où j'en étais, je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je faisais une trentaine de kilos pour 1m75, donc j'étais vraiment, enfin, là, c'est cachexie totale, hein, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé, et puis bon, assez miraculeusement parlant, entre guillemets, puis surtout qu'à l'époque, bon, j'y comprenais pas grand-chose, premièrement, je suis pas mort. Et deuxièmement, en l'espace d'un an, tous mes problèmes de tuberculose étaient quasiment réglés. J'ai commencé à reprendre du poids, laborieusement au début, mais je commençais à reprendre du poids, j'allais de mieux en mieux, j'avais plus de problèmes hépatiques, je recommençais à faire un petit peu de sport et ainsi de suite. Et donc j'ai passé 3 4 ans comme ça à me retaper, et puis un jour j'ai eu à cœur de partager mon expérience en vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos et à partager, au début de façon très 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 amateur, avec un petit appareil photo que je bloquais devant moi sur un espèce de pieu en bois, quoi. J'étais en voyage en Thaïlande, et puis petit à petit ça a pris de la dimension, et je me suis pris au jeu, quoi, finalement. Et je me retrouve là, là on est c'est marrant parce qu'on est à 4 ans jour pour jour après la première vidéo. C'était le 13 février 2011. D'accord, ah oui, c'est le vendredi 13 janvier. 13 février Ouais, 2011. des dates comme ça. Donc là, c'est 4 ans, anniversaire des 4 ans. Voilà. Donc c'est juste ça, en fait. C'est le souci de partager, le plaisir de partager. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait à moi, c'est-à-dire cette réflexion sur l'impact de l'alimentation sur le corps humain et le fonctionnement, la physiologie du corps humain, n'intéressait pas que moi, qu'il y avait d'autres personnes qui étaient fascinées par ça. Et donc je me suis mis à partager de plus en plus, voilà, au travers de vidéos. Tout simplement, rien de plus. Ouais, c'est quand même une sacrée expérience, parce que ça a influencé beaucoup de gens. Depuis, il y a pas mal de gens qui t'ont regardé. Oui, oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais parce que je pense que ça correspond aussi à un vrai questionnement par rapport à l'impact de l'alimentation. Il y a de plus en plus aussi, je le remarque là, particulièrement ces dernières années, de mères qui s'interrogent, qui se retrouvent face à des enfants qui présentent des phénomènes au niveau du comportement, au niveau des allergies, des choses comme ça, qu'elles ne comprennent pas. Et qui essaient de comprendre un petit peu pourquoi leurs enfants ne vont pas bien. Pourquoi leurs enfants ne vont pas bien. On parle d'hyperactivité, on parle d'enfants qui ont des troubles du comportement, on parle d'enfants qui ont des problèmes allergiques, des rhinites, des problèmes ORL en permanence. Et je vois beaucoup de mamans qui n'ont pas de connaissances, qui sont comme moi. Moi, tu sais, il y a 8 ans, je savais à peine où était mon foie, donc c'était vraiment catastrophique, quoi. Je connaissais rien au corps humain. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de mourir et je comprends pas pourquoi. Et quelque part, il y a eu une sorte de mouvement de ras-le-bol, quoi, et de me dire, mais en fait, c'est à moi de me prendre en charge quelque part, et de comprendre un peu ce qui se passe. Et je prétends pas être médecin, et j'ai pas du tout la formation d'un médecin, mais j'ai simplement commencé à étudier la biologie, la physiologie, j'ai pris des bouquins, j'ai regardé sur le net, il y a tout sur Wikipédia et tout, pour essayer de comprendre et me dire, mais j'ai dû rater quelque chose, quoi. C'est pas possible qu'à 33 ans, je sois dans un état pareil. J'avais eu certainement dans ma vie, enfin je veux dire voilà, les 20 ans, 30 ans, j'avais un peu brûlé la chandelle par tous les bouts, mais quand même, enfin il y en avait d'autres qui avaient fait ça, qui avaient fait la fête, qui avaient fait voilà, et qui n'étaient pas dans cet état-là. Donc j'ai essayé de comprendre où est-ce que j'avais fait fausse route, et surtout on me disait que finalement, bon, c'était un peu, ça semblait être un peu le hasard, tu vois. Quand je demandais pourquoi ça m'était arrivé comme ça, on disait, voilà, il n'y avait pas vraiment d'explication. Voilà, c'était un peu la loterie, du style t'as pas de chance, ça t'est tombé dessus. Et il y a eu un truc en moi qui a pensé, non, c'est pas la loterie. En fait, ça paraît la loterie parce que je connais pas les termes du jeu, je connais pas les règles du jeu, et j'ai envie de découvrir un petit peu les règles du jeu. Et depuis ce temps-là, j'essaye de découvrir, de comprendre les règles du jeu et de les partager. Et tu mangeais quoi? C'était quoi ton alimentation avant, justement, qui t'a dit? Alors, avant de tomber malade, Oui.
Tout, n'importe quoi, tout. Alors j'étais globalement, on va dire quand même, à partir de... Ce qui se passait, c'est que ça a commencé à se dégrader progressivement. À partir de 20 ans, 21 ans quand même, je commençais à avoir des gros problèmes digestifs et choses comme ça. Donc j'avais essayé le végétarisme, j'avais essayé après le truc, la macrobiotique, hein, j'avais essayé différentes approches. J'essayais quand même de manger bio, globalement. J'avais essayé de mettre un peu plus de cru dans mon alimentation, mais sans trop savoir pourquoi ni comment. Je bricolais, je tâtonnais un petit peu. J'ai quand même, à l'âge de 20 ans, j'ai quand même beaucoup consommé d'alcool, un petit peu beaucoup de drogue aussi. Donc voilà, ça a pas mal nuit à mon intégrité physique. Mon alimentation, non, elle était relativement normale, en essayant quand même, je pense, de faire attention, globalement. Mais ce que j'appelais faire attention, maintenant je comprends que c'était un petit peu quand même en dépit du bon sens. Voilà, non, j'avais rien de particulièrement spécial. Ouais. Et quand tu as changé donc radicalement du jour au lendemain, donc c'était passé à un régime alimentaire cru, c'est ça? Oui, ouais, tout cru. Au départ, vraiment, ça a été ça. Enfin, au départ. Non, pour moi, c'est ce qui a marché dès le départ et ce que j'ai toujours gardé. Après, on pourra en parler au niveau de ce que je partage. Hein. Vraiment, je suis loin d'être le prosélyte du tout cru pour tout le monde. Voilà, on en parlera. Ouais, non. On en parlera parce qu'il y a des polémiques là-dessus. Ouais, voilà, non, mais ça sera intéressant, ça sera vraiment intéressant. Ouais, pour moi, en fait, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, écoute, si tu manges tout cru, tu vas sauver ta vie. Moi, j'ai dit, de toute façon, au point où j'en suis, je veux dire, j'étais moribond. J'ai dit, ok, autant tenter le truc à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté de manger tout cru. Et je te dis, ça a relativement marché. Alors déjà, première précision, à l'époque, quand j'ai mangé tout cru, quand je dis tout cru, c'est tout cru. Et c'est pas tout cru, souvent quand on se représente tout cru, c'est végétarien ou végétalien. Non, c'était tout cru. C'est-à-dire du poisson, de la viande, des œufs aussi, tout cru. Ah ouais? Ouais. La viande crue? Ouais, mais tu sais, ça fait... Non mais, je raconte ça parce que ça fait souvent ouvrir les yeux. Ouais. Mais les gens, quand ils mangent du jambon, c'est la viande crue. Quand ils mangent tous ces trucs-là, c'est de la viande crue. C'est passé au... il passait au le jambon cru, les gros jambons crus. Hein, tu vois, tous ces trucs-là, c'est de la viande crue. Je veux dire, il y a des grandes traditions chez les Indiens d'Amérique, des choses comme ça, de viande séchée, de viande... Donc, quand on dit cru, c'est pas de la viande sanguinolente. Tu vois, l'image qu'on a, c'est ça. Non, on m'a dit, mange tout cru. Donc, j'ai mangé tout cru. Je me suis dit, autant tenter l'expérience à fond. Au début, j'ai mangé pas mal de produits animaux. Après, j'en ai beaucoup moins mangé parce que je ne ressentais pas du tout le besoin. C'était surtout principalement des fruits et des légumes. Mais ouais, tout cru, totalement tout cru, tout simplement. C'est-à-dire donc, oui, du poisson cru. Bon, ça encore, les sushis, on sait que ça quand on y réfléchit, ouais. Et les œufs crus, mais il y a des tas de gens. Les œufs crus, ouais. Ouais, mais ouais, les jaunes d'œufs crus. Non, les jaunes d'œufs crus, il y a des tas de gens. Quand tu fais de mayonnaise, de toute façon, tu as des jaunes d'œufs crus dedans. Ah bah, je suis spécialiste. Non, c'est vrai. Non, mais tu vois, non, mais on se fait une représentation de ce que ça peut être a priori. Alors que finalement, ça passe très très facilement. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été dur, difficile. Et surtout, les personnes qui m'avaient partagé ça m'avaient dit, écoute, de toute façon, ne fais que ce que tu ressens comme agréable pour toi, comme bon pour toi. Tu vois, il y a une espèce d'intelligence intuitive dans ton corps qui fera que tu prendras uniquement ce qui te plaît. Donc, j'allais pas me forcer à manger un truc parce que c'était bon intellectuellement. C'est juste, si ça me plaisait au goût, je le faisais. Puis c'était tout. Si tu veux, j'ai fait ça purement au plaisir, à l'instinct, plutôt que de le faire au mental en disant, est-ce que j'ai bien équilibré mes calories, tatati, tatata. J'ai rien calculé du tout. Et puis voilà, ça a marché. Ça a marché. Et c'est-à-dire, par exemple, les légumes, donc quoi, des haricots, tu prenais quoi comme légumes crus des salades, des concombres, des tomates, des carottes, des betteraves râpées, des trucs comme ça. Enfin, en fait, des légumes qu'on mange en plus traditionnellement crus. Mais ouais, bien sûr. Les betteraves, les carottes. Ouais, tout à fait. Non. Quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est une espèce de montagne. Et c'est vrai qu'au début, ça vient un petit peu en rupture par rapport à toutes nos traditions. Et ça, c'est l'une des difficultés au départ. Parce qu'on a des repères qui nous ont été donnés par nos traditions familiales. Enfin, je sais pas, moi je savais ce que c'était qu'un repas. Un repas, tu avais un peu de salade au départ, tu avais des pâtes, des pommes de terre, des trucs comme ça, tu avais un peu de viande ou de poisson, tu avais un petit fromage, un petit dessert. Enfin, je savais ce que c'était qu'un repas. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves balancé dans un truc, tu sais plus vraiment ce que c'est. Tu es un peu en perte de repères, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis toujours, est-ce que je fais bien? Tu vois, tu es en permanence en train de te demander, est-ce que tu fais bien? Et en fait, j'ai découvert que c'était beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que, comme presque... tous les organismes vivants, les animaux, je veux dire, les animaux, ils n'ont pas besoin de diététiciens. Je veux dire, une vache, un cheval, ça mange, ça se prend pas la tête avec ça, ils ne calculent pas ce qu'ils mangent, les calories, ils n'essayent pas d'équilibrer. Nous, on a des kyrielles et des kyrielles de règles alimentaires, et pourtant, finalement, je me rends compte qu'on n'est pas dans un meilleur état de santé que la plupart des espèces vivantes. Donc je me dis que peut-être qu'on se prend vraiment beaucoup trop de problèmes finalement, et on essaye de trop intellectualiser notre rapport à la nourriture, et que finalement il y a peut-être quelque chose de plus intuitif à redécouvrir. En tout cas, c'est ce qu'on m'a proposé à l'époque, et c'est ce que j'ai expérimenté. Donc moi, je l'ai validé par mon expérimentation, puisque
voilà, j'avais vraiment un poumon qui était dans un sale état avec une tuberculose. Et je n'ai pas pris d'antibiothérapie. J'avais à peine commencé, puis j'ai arrêté. J'ai pas pris d'antibiothérapie. J'ai fait ce choix, personnellement. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté spontanément. J'ai récupéré mon foie, qui était dans un sale état aussi. Un pancréas qui était dans un sale état. Enfin, voilà, je me suis... Enfin, les gens qui me connaissaient à l'époque peuvent témoigner que j'étais vraiment dans un état de zombie, quoi. J'étais un zombie à 30 kilos. De toute façon, 30 kilos pour 1m75, t'es pas viable. T'as même pas le poids d'un enfant, quoi. Donc, c'était totalement immunodéficient. Plus rien ne marchait, quoi. Et c'est vraiment donc cette, on va dire, cette recette, quoi, Alors, t'as senti l'évolution au fur et à mesure, c'est quoi? T'as quand même eu, on va dire, une thérapeutique médicamenteuse à côté? Non, rien, non, mais là où je pense qu'il ne faut pas se leurrer, et c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce n'est pas les aliments qui m'ont guéri. Ça, je ne crois pas du tout. Je pense que la capacité de guérir, de se réhabiliter, elle est propre au corps humain. C'est-à-dire, ça on pourra en parler, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel de réparation dans le corps humain, de restauration dans le corps humain. Et d'ailleurs, tout le monde le connaît, mais on ne se rend pas compte. Imaginons, tu te coupes avec un couteau, là. Ta peau, elle va cicatriser au bout de quelques jours. Tu hurles pas au miracle parce que tu cicatrises. Tu vas pas dire « Waouh, mais ça y est, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé ». Et pourtant, dans l'absolu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais lésé tes tissus, et tes tissus, ils se sont reconstruits. Ils se sont réhabilités. Donc, il y a bien quelque chose qui permet quand même la reconstruction à l'échelle du corps humain. Ce que j'ai expérimenté, c'est que cette reconstruction, elle allait bien au-delà de simplement le fait de se couper. Tu sais, on sait que si on t'enlève un bout de foie, le foie, il repousse. Ça, c'est bien connu. Je me suis rendu compte au travers de ces années et des témoignages que j'ai reçus, que c'était valable aussi pour une thyroïde, par exemple. Il y a une personne récemment qui avait témoigné dans une vidéo, hop, repousse d'une thyroïde. Et on lui a fait une ablation quasi totale de la thyroïde a repoussé. Et donc comme ça, on voit des organes, on voit des tissus repousser, on voit des lésions se réparer. Et ça, c'est une capacité propre du corps humain. Je ne pense pas que l'alimentation soit tellement pour permettre ça, mais plutôt l'absence de nuisance par l'alimentation. Donc, le fait de choisir une alimentation qui soit dite, on va dire, atoxique, donc absence de toxicité, va faire que ça va pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que ma compréhension de la chose, c'est que à force de bombarder le corps avec une alimentation et un mode de vie plus généralement qui est épuisant et toxique pour l'être humain, eh bien, on ne laisse pas ces forces de reconstruction se libérer, se manifester comme elles devraient se manifester. Mais quelque part, il s'agit plus de permettre quelque chose que de faire nous avec nos petits bras. C'est pour ça qu'au final, je te disais... je ne veux pas dire que ce n'est pas si important que ça, ce que je mangeais exactement, mais pour moi, ce n'est pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'était de laisser cette possibilité au corps de se réparer. Et en lui fournissant des éléments, or on sait, enfin je veux dire, il y a quand même des recommandations alimentaires de plus en plus qui te disent, ouais, il faut manger 5 fruits et légumes par jour et tout. Enfin, je veux dire, dire aux gens, il faut manger beaucoup plus de fruits et de légumes, ça n'a rien de révolutionnaire. Enfin, on ne peut pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit là-dedans. Non, je veux dire, ça fait partie quand même des discours actuels, modernes. Dire aux gens, attention aux trucs très sucrés, très raffinés, aux additifs alimentaires. Enfin, on commence à en parler de plus en plus. Donc il n'y avait rien de radical là-dedans. Je l'ai poussé un petit peu pour moi-même et pour d'autres personnes, quand j'en parlais, qui ont suivi ce conseil, de dire, bon, on va pousser le truc à l'extrême, on va faire du tout cru pour voir comment ça se passe. Mais c'était rien de plus que ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on diminue la toxicité de l'alimentation de manière à laisser ce potentiel de réparation se révéler et se manifester. C'est-à-dire le corps, ça c'est quelque chose qu'on entend aussi dans pas mal de gens qui prennent des solutions alternatives, c'est de laisser le corps en fait se régénérer lui-même, qu'il a toutes les capacités à se régénérer et qu'en fait il faut lui donner juste les bons ingrédients, on va dire, pour pas s'intoxiquer, mais que tout est à l'intérieur. Ça ressemble un peu à la médecine chinoise, parce qu'ils sont un peu comme ça, les médecins. Ouais, mais toutes ces médecines ancestrales, tu sais, il y a Hippocrate, quand même, qui est le père de la médecine, on dirait. Ouais, en tout cas, c'est le père. Oui, pareil, voilà. En tout cas, on jure par le serment d'Hippocrate, et Hippocrate, il disait primo non nocere. Premièrement, ne pas nuire. C'est-à-dire que, quand même, il disait, finalement, la priorité, c'est déjà de ne pas venir empêcher quelque chose qui doit advenir. Or, j'ai l'impression qu'actuellement, la compréhension qu'on a du corps humain et des manifestations, fait qu'on considère comme nuisibles des manifestations qui sont simplement des manifestations normales, qu'on vient empêcher des processus. Par exemple, souvent je dis, tu as un phénomène qu'on appelle l'inflammation. Oui. Tu as toujours entendu parler des gens qui disent, ouais, j'ai une inflammation. Une inflammation. Ouais. Une inflammation, ça correspond à quoi? Ça correspond à une dilatation des tissus et à un afflux de globules blancs et de micro-organismes qui vont venir, des bactéries, des choses comme ça. Tu as deux façons de voir les choses. Soit tu considères, tu te dis, voilà, l'inflammation c'est un problème en tant que tel, et je prends des anti-inflammatoires pour empêcher cette inflammation. Soit tu décortiques la chose, et on a le droit de le décortiquer de deux façons, tu décortiques la chose d'une autre façon, tu dis, ok, je comprends, il y a une zone qui est lésée dans mon organisme.
on voit les tissus se dilater de manière à ce qu'il y ait une meilleure vascularisation, c'est-à-dire qu'il y ait plus de sang qui arrive là-dedans, le sang étant le liquide nourricier. Il y a aussi un meilleur afflux de globules blancs. Les globules blancs, c'est les grands nettoyeurs du système. Et donc l'inflammation est un mécanisme adaptatif du corps qui est parfait pour réparer cette zone-là. Ben à ce moment-là, tu laisses faire l'inflammation. Tu laisses faire l'inflammation et tu te rends compte que l'inflammation, à part si l'organisme est épuisé, immunodéprimé ou quoi que ce soit, ben l'inflammation, elle advient, elle fait son travail et elle diminue d'elle-même spontanément une fois que le travail est fait. C'est un processus, c'est ce qu'on appelle un processus régulateur. Et des processus régulateurs, comme ça, on en a beaucoup. On pourrait parler de la fièvre, par exemple. La fièvre, oui, alors, parce que dès qu'on a une petite fièvre, hop, soit on court chez son médecin, soit on prend des antifièvres. Ouais, mais ça, tu sais que c'est relativement moderne. Tu vois, tu aurais pris ma grand-mère ou des choses comme ça, tu avais quelqu'un qui avait la fièvre et te disait au lit et à la diète. Et puis c'est tout. Mais elle parlait pas de faire diminuer la fièvre. Et moi, elle me disait toujours, c'est une bonne chose. Ça va tuer les microbes, ça va tuer les virus. Et c'est vrai. On sait que quand le corps, il augmente sa température, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'échanges qui se font dans le corps. Donc il y a beaucoup plus de nettoyage, de travail qui se fait dans le corps. Et en même temps, la plupart des virus sont tués au-dessus d'une certaine température. Donc c'est là encore un mécanisme adaptatif. Si tu bloques la fièvre, ce travail de nettoyage ne se fait pas. À force de bloquer la fièvre, ce qui devait être fait en termes de nettoyage ne se fait pas. Et finalement, il y a une accumulation qui se fait. Et pour moi, c'est cette mécompréhension des symptômes qui fait que le symptôme est le problème dans la vision qu'on a actuellement, alors que le symptôme, c'est juste un indicateur. Tu sais, l'image que je donne souvent un petit peu pour rigoler, je dis, imaginons que tu es en train de rouler sur l'autoroute, et puis tu as ta jauge à essence qui s'allume. Hein. Tu as deux possibilités. Soit tu vois ta jauge à essence qui s'allume, tu chopes un marteau, tu exploses ton tableau de bord et tu dis « je veux rien voir ». Pas de problème. Le problème c'est la jauge à essence, je l'explose. Et de toute façon, quelques kilomètres après, tu vas te retrouver en panne sèche. Soit tu te dis « non mais attends, là il y a un problème, la jauge à essence qui s'allume, c'est pas le problème, mais ça m'indique que dans mon réservoir, il commence à y avoir un manque d'essence. Il va falloir que je m'arrête à la station-service pour me ravitailler. Et bien là, tu vas éviter la panne sèche. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Si tu considères que le symptôme, la montée de fièvre, la poussée de boutons ou quoi que ce soit, c'est un indicateur de quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, tu vas pas essayer de lutter contre les boutons, mais par contre, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des boutons qui sont sortis, que tu as eu mal à la tête, que tu as eu une nausée, que tu as eu quoi que ce soit. Tu vas essayer de comprendre et de revenir à ce qu'on appelle le terrain. Et c'est en ce sens-là qu'on rejoint des médecines ancestrales, comme la médecine chinoise ou des choses comme ça, qui toujours mettent l'accent sur ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire l'état du corps à l'intérieur. Dans quel état c'est, exactement. Et c'est le corps par lui-même donc qui lutte et qui crée sa propre défense, quoi. Ouais, mais tu sais que, je veux dire, on n'a pas attendu... l'homme, pour être viable, il n'a pas attendu les diététiciens, la médecine moderne et ainsi de suite. Je veux dire, les hommes étaient vivants et vivaient quand même un certain temps, malgré l'absence de connaissances sur les médicaments et les maladies. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour aller bien. Et je dirais même, si on pousse le bouchon un petit peu plus loin quand même, on se rend compte que l'époque moderne est quand même caractérisée par la surconsommation de médicaments. Pour moi, c'est pas un signe de bonne santé. Je veux dire, ça tient un peu de la provocation, mais une population en bonne santé n'a pas besoin d'une médecine élaborée. Je veux dire, si tu vas bien, tu vas pas voir le docteur. D'accord ? Donc, si on a besoin de beaucoup de médicaments, qu'on a de plus en plus un intérêt pour la thérapeutique, c'est donc qu'on n'est pas en bonne santé. C'est donc qu'il y a peut-être quelque chose à corriger à la base. Et j'ai compris au travers de mon expérience que notre mode de vie, globalement, l'alimentation en particulier, étaient des facteurs de perturbation. Je ne ramène pas tout à l'alimentation. T'as beau manger super bien, si tu dors pas, de toute façon, tu vas t'écrouler très rapidement. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu restes toute ta journée assis sur un fauteuil sans bouger, je veux dire, si tu n'as pas d'exercice physique, si tu es tout le temps sous des néons et que tu vois jamais le soleil, c'est obligatoire, ça ne va pas marcher. Tu sais, c'est un discours qui a strictement rien de révolutionnaire. Même des fois, je me dis, mais c'est d'une banalité ce que je dis. C'était juste manger une alimentation qui est adaptée, hein, c'est-à-dire qui comporte beaucoup de fruits, de légumes, bio, sans OGM, le plus simple possible, sans additifs et ainsi de suite. Reprenez le soleil, vivez dans un environnement où vous avez accès à une eau de qualité, à un air de qualité si possible, sans avoir un rythme de travail et de vie qui soit un rythme de fou furieux dans lequel il n'y a pas de temps pour le repos, parce que le repos est essentiel. Et si toutes ces conditions sont respectées, à ce moment-là, il y a toutes les chances, en tout cas, vous vous mettez dans les meilleures dispositions pour que on va dire, allez, ça fait un peu mystique, mais ces forces de reconstruction du corps puissent se manifester et réhabiliter ce qui doit être réhabilité. On sait très bien que si tu es épuisé, ta capacité à la guérison, à la réparation des plaies, elle va être moindre. Hein, si tu es en état de fatigue chronique, quand tu vas te couper, ça va mettre beaucoup plus de temps pour se réparer. Par contre, si tu es quelqu'un de bien reposé, que tu vis au grand air et ainsi de suite, ça va se réparer tout de suite.
Bon, c'est juste ça finalement, rien de plus. Et le fait en fait d'utiliser quand même certains aliments va renforcer certaines qualités. Ça, tu le dis ou non c'est une... Parce qu'il y en a qui disent par exemple, bon voilà, on connaît, je dis au hasard par exemple, oui, manger de l'ananas, ça va renforcer les cellules du foie. Ouais. Manger, je sais pas, des endives, c'est bon pour les yeux. Non, mais, Voilà, je dis des conneries. ouais, bon, non, mais c'est clair. Par exemple, on sait que tout ce qui est amer au goût, par exemple, travaille beaucoup sur le foie, permet de nettoyer le foie. Tout ce qui est les produits, par exemple le chou, les choses comme ça, va travailler sur la sphère digestive. Ouais. Pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes. Par contre, il me semble que le plus facile, c'est d'avoir, au cours de l'année, tu vois, balayer à peu près tout ce qui va passer au cours des saisons, d'être indexé au maximum sur les saisons, et tu vas avoir suffisamment de classes d'aliments différents pour à peu près avoir toutes les actions thérapeutiques que tu puisses imaginer, quelque part, sans trop intellectualiser la chose. Et en même temps, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à certains moments, tu peux avoir des appétences particulières. D'un seul coup, tu as un fruit, mais tu t'éclates avec ça. Tu as envie de manger que de ça, ou tel légume, ou tel plat, ou tel... Voilà. Bon, mais ces besoins-là, ils n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas des lubies. Ça correspond réellement à des besoins physiologiques du corps. Il y a une notion qu'on connaît peu, c'est ce qu'on appelle l'aliesthésie gustative. Aliesthésie, ouais, non, mais c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, hein, c'est connu par nombre de chercheurs je ne sais plus dans quel domaine exactement, hein, mais c'est l'aliesthésie gustative, c'est qu'on a montré que eh bien, notre perception des goûts était modifiée par des facteurs internes au corps. C'est-à-dire que quelque chose va avoir un goût agréable ou désagréable en fonction d'équilibres biochimiques dans le corps. Et on s'est rendu compte que ces équilibres biochimiques modifiaient notre perception des aliments, donc notre attirance pour un aliment. Donc on peut dès lors très rapidement penser, et en tout cas c'est ce que moi j'expérimente, que notre attirance pour un aliment correspond aux besoins que nous avons de certains éléments, tu vois, de certaines vitamines ou minéraux qui sont dans cet aliment, et que notre corps sait dont il a besoin. Il a besoin de ces aliments, donc il nous attire, il nous donne du plaisir à manger cet aliment. Et quelque part, le moteur de nos apprentissages, ça serait le plaisir. Et ça, c'est pas une nouveauté. On sait que le meilleur facteur d'apprentissage, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, c'est le plaisir. C'est-à-dire que fais apprendre quelque chose à quelqu'un dans le plaisir, il va avoir une efficacité extraordinaire. Si tu lui fais apprendre sous la contrainte et sous la menace, l'efficacité va être ridicule, absolument ridicule. C'est-à-dire ça, on pourra en reparler, c'est l'une des faillites du mode d'éducation moderne. Mais quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a du plaisir à faire quelque chose, eh bien, ce plaisir le guide vers quelque chose qui est bon pour lui. J'imagine, regarde, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que Meta TV, ça te prend beaucoup de temps, d'accord ? J'imagine que certainement, le temps que tu consacres à Meta TV, tu pourrais avoir un travail qui serait beaucoup plus rémunérateur. Donc tu ne fais pas ça pour la rémunération, tu fais ça parce que ça te donne du plaisir. Hein. Tout à fait. Et ce plaisir te guide vers cette fonction qui est bonne pour toi. Donc je pense que cette notion du plaisir, elle a été niée dans notre culture par rapport à un héritage aussi. Le plaisir, c'était quelque chose de tabou. Hein. Le plaisir, c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. Je pense que le plaisir est un formidable indicateur qu'on est dans quelque chose de juste et d'adapté pour nous. Quand quelqu'un a du plaisir à effectuer une tâche, la plupart du temps, c'est qu'il est dans quelque chose qui lui correspond parfaitement. Moi, je me souviens, quelqu'un un jour qui m'avait dit, si tu veux savoir pour quel métier tu es fait, cherche l'activité dans laquelle tu peux t'abandonner sans voir passer le temps, en oubliant de manger, Ça, c'est l'activité pour laquelle tu es vraiment faite. C'est l'activité qui va faire que tu vas travailler à Meta TV sans compter tes heures, sans compter ton... Tu vas même sacrifier ta vie familiale, tu vas sacrifier tes économies pour ça, parce que rien n'importe plus que ça. Mais c'est parce que ça te cause du plaisir. Et ce facteur plaisir, pour moi, est un moteur essentiel qu'on a oublié. Et ce facteur plaisir, il est même dans l'alimentation. Et c'est fabuleux parce que ça simplifie la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de calculer des tas d'équilibres caloriques et ainsi de suite. On se rend compte qu'en naviguant à partir du plaisir gustatif, du bien-être qu'on va ressentir, eh bien, on est guidé de manière assez exacte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Je ne veux pas dire que ça soit absolu comme système, mais on est guidé d'une manière assez exacte vers ce qui est bon pour nous. Oui. Donc, toi, tu encourages donc à cuisiner ces petits plats, ces petits... Non, alors, cuisiner, moi, j'encourage à rien du tout. Je partage, j'essaye au maximum de rendre à chacun sa responsabilité. Ça, pour moi, c'est une priorité. C'est pour ça que j'essaye le plus honnêtement et le plus objectivement possible de décrire le fonctionnement du corps humain. Et après, à chacun de faire ses choix. Mais pour moi, pour qu'on fasse un choix, il faut connaître toutes les conséquences du choix ou du choix B. Si tu n'en connais pas les conséquences, tu vois, on te dit choisis ça ou choisis ça, mais si tu ne sais pas quelles vont être toutes les conséquences, on ne peut pas dire que tu vas faire un choix. Hein. Tu vas être forcé de faire quelque chose, tu vas le choisir par peur ou par suivisme. Donc, moi, ce que j'essaye de donner au travers de ces vidéos, c'est un maximum d'informations. Et après, chacun va faire ses choix. Moi, il me semble, au travers de ma compréhension, que les processus de cuisson
dans la majorité des cas, alors il ne faut pas généraliser, mais les processus de cuisson sont des processus dans lesquels, eh bien, au mieux, on va perdre une partie des qualités de l'aliment, et au pire même, on va voir apparaître des produits secondaires liés à la cuisson, au mode de cuisson, qui vont être nocifs pour l'organisme. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai choisi de ne pas cuire du tout les aliments. Et depuis 8 ans, je n'ai pas cuit un aliment. Enfin, ça a dû m'arriver ponctuellement. Hein. Je ne suis pas un intégriste du tout cru, si je vais chez quelqu'un et tout. Mais moi, à titre personnel, voilà, je n'ai pas envie de le faire parce que je me sens très bien avec ce que je fais. J'aime bien l'état d'être physique, au niveau mental aussi, dans lequel je suis. Donc, je n'ai pas envie de le faire parce que, de ma compréhension des choses, je me suis rendu compte que ça n'allait rien rajouter et qu'au contraire, ça risquait de m'enlever pas mal de choses. Bon, c'est quoi? Est-ce que ça enlève quand même pas mal d'aliments, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne consomme que cuit. Oui, exactement. Donc ça restreint un peu quand même le régime alimentaire ou... Ouais, alors ça restreint le régime alimentaire. La question c'est, si on peut pas le manger cru, est-ce que c'est forcément bon pour nous? Je veux dire, est-ce que le processus de cuisson rend quelque chose qui n'était pas comestible cru? Est-ce que le processus de cuisson rend quelque chose qui n'était pas consommable cru? Est-ce qu'il le rend consommable cuit? Est-ce que le simple fait de le cuire le rend consommable? Et ça, c'est une question que je pose. Et par exemple, tu vois, il y a quelque chose qui est typique dans notre alimentation, qui est vraiment la base, on va dire même de la civilisation, c'est représenté comme la base de la civilisation, c'est toutes les céréales. Bon, on va peut-être pas faire un procès à charge des céréales, mais pour moi, c'est un des facteurs de dégénérescence le plus grand qui soit dans notre alimentation. Oui, pourquoi? Parce que ça permet... quand même, sans céréales, il n'y aurait pas eu, justement, en parlant de civilisation, des grandes civilisations, puisque la céréale nourrit beaucoup de gens. Hein. Ouais. Comme alors, le riz en Asie, par exemple. Hein. Alors bon, déjà, il y a eu une histoire humaine avant les céréales. Les céréales, on dit, allez, c'est moins de 10 000 ans. Hein. L'homme a une ancienneté qui est beaucoup plus grande que ça. Il y a eu une histoire avant les céréales. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que l'apparition des céréales, c'est l'apparition des grandes civilisations agraires, hein, c'est la sédentarisation, c'est aussi, la céréale, elle a un avantage, c'est qu'elle se stocke, d'accord ? Elle se stocke, chose que ne pouvait pas faire quand tu vis des fruits ou des choses comme ça, tu vis des cueillettes. C'est-à-dire tu as des moments fastes, tu as des moments qui ne sont pas fastes. Oui. C'est une civilisation qu'on dit de chasseur-cueilleur, d'une certaine manière. Et tu vis un petit peu de ce qui te vient de la journée. Et puis d'un seul coup, tu passes à une forme de sédentarisation dans laquelle tu vas pouvoir commencer à stocker du grain. Mais quand tu commences à stocker du grain, on a vu aussi qu'à cette période, c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières guerres. Les premières guerres pour s'approprier les ressources de quelqu'un. Avant, il y avait des guerres pour s'approprier des territoires, d'accord ? C'était des petites guerres. Par contre, il n'y avait pas de guerre pour s'approprier les biens de quelqu'un, puisqu'il n'y avait rien de stockable. À partir du moment où on voit apparaître la céréale, on voit qu'il y a une forme de stockage qui peut s'installer. Donc l'individu devient sédentaire. Il peut aussi aller dans des zones du monde où il ne pouvait pas aller autrement. Parce que je veux dire, c'est bien joli de vivre de fruits et de légumes, mais quand tu te retrouves en pleine Norvège, tu vois, en plein hiver, les fruits et les légumes, relativement, là tu vas jeûner pendant 9 mois ou 10 mois de l'année. Donc c'est pas viable, tu vois. Donc effectivement, ça a permis à l'humain d'aller dans des zones où il n'aurait pas pu aller. Le problème, c'est que tout ça, ça a un coût, ça a un impact sur sa physiologie, sur sa santé. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose qu'on soit allé en Norvège, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Par contre, ce que l'on voit, c'est que la consommation de ces céréales a un impact sur la physiologie humaine. Par exemple, quand on parle des céréales, on parle de ce qu'on appelle des sucres complexes. C'est-à-dire ce sont des longues chaînes de sucre. Les fruits, c'est globalement des sucres simples, et les céréales, c'est des sucres complexes. Ces chaînes de sucres complexes, elles demandent à être digérées. La digestion, c'est de couper ces chaînes en plusieurs petits morceaux. Problème, on a une capacité à digérer ces sucres complexes, à les couper en petits morceaux, qui est modérée. Et selon les personnes, qui est plus ou moins grande. Et qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau de nos intestins, il va rester des tas de morceaux qui sont non digérés. Ces morceaux non digérés, ils ne peuvent pas rester là. Je veux dire, dans l'organisme, les choses ne peuvent pas rester comme ça en plan. Elles vont commencer à se déposer le long de la paroi intestinale. Et donc, il y a un mécanisme adaptatif dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître des colonies de levures et de champignons qui vont venir commencer à ronger ces déchets. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on en parle beaucoup dans les milieux de la santé. On parle d'un phénomène, d'une maladie, entre guillemets, qu'on appelle le candida albicans. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est la prolifération d'un champignon à l'intérieur du corps humain. Ce champignon se nourrissant sur les déchets des céréales, des sucres complexes, qui stagnent dans le corps humain parce qu'on n'a pas pu les assimiler, on n'a pas pu les utiliser. Ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent. Et si tu regardes un petit peu sur le net, tu verras, il y a beaucoup de naturopathes qui en parlent de plus en plus. C'est quelque chose même qui est reconnu par la médecine officielle.
Il y a autre chose aussi, quand on a consommé des céréales, surtout les céréales modernes, elles ont été de plus en plus transformées. Et par exemple, dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, on retrouve des très longues chaînes protéiques qu'on appelle le gluten. Oui, le gluten. Et le gluten, actuellement, il est de plus en plus mis sur la sellette parce qu'on s'est rendu compte que le gluten, ces longues chaînes de protéines, elles pouvaient passer telles quelles dans la circulation sanguine et que c'était en grande partie des neurotoxiques, donc qui venaient altérer le fonctionnement psychique des individus de façon massive. Et on arrive à corréler des problèmes d'hyperactivité, excès de violence, excès d'agressivité avec la consommation de gluten. Et la suppression du gluten chez nombre de personnes amène à des améliorations de l'état psychique, de l'état cognitif qui sont juste stupéfiantes. Il y a de plus en plus de neurobiologistes qui s'intéressent à la suppression du gluten et des produits laitiers aussi, de la caséine des produits laitiers, qui est une protéine aussi de la même manière, dans les cas de démence, dans les cas de schizophrénie, et qui commencent à avoir des résultats qui sont assez stupéfiants. Il y a même une vidéo qui circule sur Internet, c'est un Américain, je crois qu'il est médecin, qui s'appelle Russell Belloc, qui a fait une expérience en modifiant le régime alimentaire de prisonniers dans des prisons de haute sécurité aux États-Unis. Et ils ont vu une diminution de l'agressivité dans les prisons qui était juste stupéfiante. Ils l'ont chiffré, ils l'ont mesuré, et ils se sont rendus compte que des prisonniers qui étaient considérés vraiment comme des bêtes fauves, quoi, littéralement, adoptaient un tempérament beaucoup plus doux, un comportement beaucoup moins belliqueux, simplement par la modification de leur alimentation. Et donc, il y a fort à penser que ces produits toxiques dans l'alimentation, non seulement ils ont un impact sur le plan physique, mais ils ont aussi un impact sur le plan psychique. Et quand tu dis que ça a permis de bâtir des civilisations, je sais pas toi, alors moi c'est un propos qui m'est propre, hein, mais sérieusement, quand je regarde les actualités, les choses que je fais rarement finalement, parce que évidemment j'ai pas trop la télé, je regarde pas trop tout ça, mais quand je vois l'état du monde actuel, je peux pas dire que ça soit le paradis dont je rêve. Donc je me dis, il y a peut-être une légitimité à se dire, ok, peut-être que la civilisation moderne a été construite à partir aussi d'une base alimentaire, mais pourquoi ne pas questionner aussi ce choix-là, et pourquoi ne pas questionner, sachant que ce choix peut avoir un impact sur le plan psychique, pourquoi ne pas se demander si la société telle qu'elle a été construite actuellement, qui est une société d'une complexité extrême, qui est très hiérarchisée, très belliqueuse, qui est construite sur la répression, la coercition, est-ce que c'est pas aussi le reflet, alors c'est une proposition, c'est une question que je pose, de choix alimentaires? Moi je pense que oui. Je pense vraiment que nombre des comportements qui sont les nôtres actuellement sont induits par les produits alimentaires que nous consommons et plus globalement par le rythme de vie que nous avons. C'est-à-dire que l'épuisement des individus lié à la pression qui leur est mise au niveau du travail, combiné avec le fait qu'on ne vit plus au grand air, on n'est plus au soleil, on n'est plus dans des conditions normales, on ne s'alimente plus avec une alimentation qui nous apporte une surabondance de vitamines, de minéraux, mais une alimentation qui est complètement dénaturée, morte en termes de vitalité, fait que, premièrement, nous sommes épuisés, et deuxièmement, notre fonctionnement psychique n'est pas adéquat. Et moi, je pense que ça nous maintient dans un état d'apathie et de léthargie totale, qui fait qu'on est juste bon à faire tourner la machine. C'est tout. Et on est dans un état permanent de survie, en essayant d'enchaîner chaque jour comme on peut, parce qu'on est juste épuisé. C'est poussé à l'extrême. J'ai l'impression que c'est... Et alors, pour moi, je dirais que je crois pas, j'en sais rien, mais je suis pas un conspirationniste ou des choses comme ça. Je crois qu'on est tous à reproduire ça, par tradition et tout. Je n'ai pas l'imaginer, peut-être que je me trompe, mais j'aime pas penser qu'il y a des gens qui nous manipulent, qu'il y a un groupe, je préfère pas penser ça. Mais je pense qu'on reproduit quelque chose qui nous vampirise littéralement, qui nous épuise littéralement, et que épuisé par ça, on est juste bon à faire en sorte de survivre chaque jour, tu vois, et de pas penser réellement à réformer profondément ce système. Et d'ailleurs, je sais pas si tu remarques, mais on est tous à constater que ça va pas. Je veux dire, on est nombreux à constater que ça va pas. Il y a des initiatives pour faire bouger les choses, mais en vérité... je trouve que ça bouge très très peu. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'on est complètement maintenu dans un état d'apathie totale par nos choix alimentaires et nos choix de rythme de vie et de mode de vie. Ouais. Et que ça, c'est à dessein. Et que si tu veux que quelqu'un ne se rebelle pas, quelque part, tu le sédates complètement avec des céréales qui contiennent des dérivés qui sont des opioïdes. Par exemple, dans le blé, il y a des produits qu'on appelle des opioïdes, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes actions que les dérivés de l'opium dans l'organisme. Ah ouais, tout à fait. Des opioïdes. Dans le blé, tu tapes blé, opioïdes. Il y a des produits qu'on appelle les lectines dans le blé qui ont des vertus opioïdes et qui expliquent d'ailleurs à quel point on devient, comme on dit, accro au blé. On est accro parce qu'on est accro
à sa dose d'opioïdes qui nous fait nous sentir relativement bien. Il y a cette espèce de plaisir. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, sans le pain, je me sens mal. » Et je peux en parler en connaissance de cause. J'ai été boulanger bio pendant 7-8 ans. Pain au levain, pétri traditionnel, en four à bois. Donc j'aimais le pain et j'aime toujours le faire, j'aime la gestuelle. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, c'est plus possible, ça a vraiment trop d'impact sur le corps humain, je ne peux pas faire ça. Mais vraiment, je connaissais le pain, je connaissais à fond, je travaillais de manière très très traditionnelle, les paysans boulangers, enfin vraiment, j'ai été très investi dans ce mouvement. Et le blé, on y est accro parce que ça nous cause du plaisir, parce que ça vient bien activer ces récepteurs opiacés finalement. Et ça nous cause le même plaisir et la même addiction. Et je pense qu'on est complètement tenu par cette alimentation et ce mode de vie qui nous épuise et qui fait que finalement, on n'a même plus la force de se rebeller et de refuser ce qui est l'inacceptable, c'est-à-dire le mode de vie actuel est pour moi totalement inacceptable. Je suis souvent stupéfait de voir à quel point on est encore relativement debout dans des environnements qui sont de plus en plus hostiles à l'humain, qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus invivables. Je me dis quand même, il y a une capacité du corps humain à encaisser des trucs incroyables, assez merveilleuse. Voilà. Parce que parce que ce que tu nous dis là, par exemple, il y a beaucoup de gluten effectivement dans le blé, mais on en trouve aussi dans les autres céréales ou On en trouve dans le seigle, on en trouve dans l'orge, on en trouve en moindre mesure dans le riz par exemple. Si tu veux ne pas en avoir, il faut basculer sur des choses qui ne sont pas des céréales, comme le sarrasin par exemple, qui n'est pas une céréale. C'est la même famille, c'est une polygonacée. Le sarrasin, c'est, que je ne me trompe pas, je crois que c'est la même famille que les épinards. La quinoa par exemple, ou le millet, tu vois, des plantes comme ça, là ne contiennent pas de gluten, sont différentes. Ce sont des graines de plantes uniquement, mais ce ne sont pas des céréales. Voilà. Mais tout ce qui est blé, seigle et ainsi de suite, et qui sont effectivement le terreau de nombre de civilisations, présentent cette caractéristique. Et de plus en plus les blés modernes, qui ont été sélectionnés, qui ont été travaillés pour avoir cette caractéristique. Non pas, alors je prétends pas que c'est dans un but de nous nuire, je ne crois pas qu'il y ait une conspiration, c'est juste que par exemple pour les blés modernes, je vais t'en parler en connaissance de cause, j'ai été boulanger. Les blés anciens, c'était des blés qu'on devait pétrir à la main. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une élasticité de la pâte qui était faible. Et puis un jour, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu mécaniser la pétrie pour aller plus vite, pour produire beaucoup plus. Et si on passait les blés anciens au pétrin mécanique, la pâte, on dit qu'elle se déchirait. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas d'assez d'élasticité. Donc, on a fait des sélections, de manière à développer des chaînes protéiques qui soient plus longues et plus élastiques. C'est ce qu'on appelle le gluten, pour permettre une meilleure pétrie. Sauf qu'on ne s'est pas posé une question. On s'est dit, ok, ça c'est meilleur pour le pétrin, mais on ne s'est pas demandé si ça le rendait plus ou moins comestible pour l'être humain. Et le problème, c'est que la pâte est devenue de plus en plus élastique. Ok, c'est bon pour la mécanisation. Par contre, c'est de pire en pire pour l'être humain. Donc au niveau du blé, là aussi, quand on parle de blé, parce que souvent les gens me disent « Oui, mais mes grands-parents, ils mangeaient 1 kilo de pain par jour. Et ils allaient bien. » Et moi, souvent, ce que je leur dis, premièrement, ce qu'ils mangeaient comme pain n'avait rien à voir. Mais surtout, on ne peut pas ramener la santé au seul paramètre alimentaire. Les grands-parents, ils se couchaient avec le soleil. Ils travaillaient dans les champs en permanence, c'est-à-dire ils avaient une activité physique. Ils buvaient de l'eau qui était l'eau de source. Ils mangeaient les légumes de leur jardin. Ils avaient une alimentation qui était la plupart du temps relativement austère, sobre. Ils mangeaient ils mangeaient peu. Sur le plan humain, ils vivaient dans des villages avec un esprit de communauté très très fort. Or ça, c'est une vraie nourriture pour l'être humain. Mais c'est pas parce que nous, on va manger du pain qu'on va aller aussi bien que nos grands-parents. Si tu mets à manger 1 kilo de pain actuellement dans la société dans laquelle on est actuellement, tu vas certainement pas avoir la santé de tes grands-parents. Parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'autres paramètres. Donc, je ramène pas tout à l'alimentation. Par contre, j'ai vu, au travers de mon expérience et de l'expérience de nombre de personnes, que ça peut être un facteur de perturbation majeur. Mais, je veux dire, t'as beau manger le meilleur du monde, si tu as une antenne relais de téléphone portable juste au-dessus de ta maison, tu auras beau manger bio, cru et tout ce que tu veux, je pense que ça ne va pas se passer forcément très bien pour toi. Donc, il ne faut pas se leurrer, faut pas simplifier les choses à l'extrême. Mais c'est un facteur de perturbation qui me paraît important, très important. Et au travers des vidéos, j'essaye de parler de tous les facteurs de perturbation, mais de celui-là en particulier. Ouais, parce que ça, on en avait parlé aussi avec Gilles Lartigot ici, que tu connais aussi. Très bien. Voilà, on avait parlé beaucoup. Qui fait un formidable travail à ce niveau-là. Voilà, il avait aussi montré du doigt, lui, le gluten, il avait montré la viande, le lait. Ouais. Toi aussi, tu es d'accord avec ça Ah oui, absolument, absolument. Les céréales, le gluten... Enfin, les produits laitiers en grande partie, ça fait partie de moi ce que j'appelle les poisons majeurs. La viande, l'homme, est adapté à la consommation d'une petite quantité de viande sur le plan physiologique. C'est souvent ce que je dis aux végétariens, je leur dis,
j'ai moi-même fait longtemps le choix végétarien. Franchement, c'est un choix que je soutiens. Et quand on voit l'abattage actuel des animaux, enfin, les conditions d'élevage des animaux qui sont atroces, je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais par contre, au niveau structure, constitution, on est adapté à la consommation d'une petite partie de produits animaux. Par contre, la surconsommation actuelle, elle est complètement anormale. Complètement anormale, surtout d'animaux qui sont élevés dans des conditions qui tirent de la torture, enfin, je veux dire, qui sont alimentés avec n'importe quoi, qui ne voient pas le pré. Enfin, je veux dire, là aussi, on te parle de consommer de la viande. Enfin, je veux dire, entre les animaux qui étaient élevés en plein air il y a 100 ou 150 ans et des animaux qui sont élevés en batterie dans des conditions concentrationnaires, enfin, je veux dire, il n'y a rien à voir, strictement rien à voir. Mais on est physiologiquement adapté à consommer une petite quantité de produits animaux. Il y a des personnes qui n'en consomment pas et qui font la preuve, pour nombre d'entre eux, qu'on peut très bien se passer de produits animaux et vivre très bien. Il y en a d'autres qui choisissent d'en consommer, mais de toute façon, il faudrait le réduire de manière drastique, mais vraiment drastique. Voilà, mais est-ce qu'on va on va le remplacer par quoi Des fruits, des légumes. Des fruits, des légumes. Ah ouais, mais il y a énormément. Tu sais que au début, quand on enlève des choses, on se dit waouh, mais qu'est-ce que je vais manger? C'est pour ça que souvent, moi, quand je parle avec des gens, je commence pas à leur parler d'enlever des choses. Je leur parle d'ajouter des choses. Parce que si tu parles d'enlever tout de suite, tu as une espèce de peur viscérale qui monte. Tu te dis waouh, la pizza margherita, c'est plus jamais. Tu vois, c'est le truc, c'est une tête. Moi, je dis aux gens non, mais vous embêtez pas avec ça. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ce que je te propose, c'est de rajouter énormément de fruits et de légumes dans ton alimentation. Et ce faisant, je sais que, de toute façon, déjà, ça va prendre une part, déjà, de l'alimentation. Et deuxièmement, si ce que je propose aux gens tient la route, eh bien, automatiquement, ils vont ressentir un bien-être et ils vont être tentés d'aller progressivement plus loin. Mais il ne s'agit pas de faire avancer les gens à la baguette. C'est-à-dire que je ne crois pas à la motivation par la coercition ou par la menace. Je ne crois pas que ça marche. Je pense que ça donne des résultats à court terme. Nombre de nos systèmes actuels fonctionnent à la baguette et à la menace. Mais au final, et à un moment où ça s'ébrèche et où ça se casse. La seule façon de faire avancer progressivement quelqu'un, c'est de le faire avancer au plaisir, à la joie. Je crois vraiment à la motivation par la joie et le plaisir. Moi, je me dis toujours, si ce que je propose n'est pas une lubie de ma part, si ce que je propose crée vraiment un bien-être supérieur chez la personne, il n'y a aucune raison qui n'ait pas envie de poursuivre plus loin. Là, je te dis, si je te dis, mange des fruits et des légumes, et que tu te sens mieux, tu vas te dire, je vais continuer et puis même, je vais voir si peut-être si j'augmentais, je me sens encore mieux, tu vois, spontanément, tu vas le faire. Par contre, si tu ressens aucun bien-être, au bout d'un moment, tu vas dire, il n'y a pas de raison de changer. Donc, je veux dire, ça sert à rien de marteler des idéologies, de marteler des discours. Je crois beaucoup à la vertu de l'exemple, et je crois beaucoup à l'invitation joyeuse. C'est-à-dire dire aux gens, non pas fais pas ci, fais pas ça, tu fais mal, tu vois, stigmatisant et en pointant du doigt, tu dois pas faire ci. Puis la motivation par la peur, tu vois, ça j'y crois pas du tout. Par contre, la motivation par la joie, de dire attends mais essaye ça, tiens moi regarde ce que je te propose c'est, tu vois moi par exemple les légumes, j'aime bien aussi faire des jus de légumes par exemple. Bon mais tiens, essaye tous les matins de te prendre un jus de légumes avant ton petit-déj. Vois comment tu te sens. Vois un petit peu au niveau de tes pensées si tu es moins brumeux le matin et choses comme ça. Vois comment tu te réveilles. Essaye. Puis si ça marche pas, ça veut dire que ce que je t'ai servi ne rime à rien. Puis c'est pas grave. Et si ça marche, ok, je suis là pour en discuter avec toi puis peut-être te proposer d'aller un peu plus loin. Et d'habitude, c'est comme ça que je fais. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de stigmatiser quoi que ce soit. Ça, pour moi, ça ne marche pas. Il y a pas de. Il faut inciter les gens plutôt que dans la joie. Ouais, et c'est pour ça que tout. Ouais. Et ça, j'en parle beaucoup aussi aux gens. Tu sais, il y a le truc classique, c'est la personne qui dans sa famille, qui vit en famille, et puis qui d'un seul coup a envie de changer son alimentation. Puis il faut que toute la famille s'y mette, tu vois. Et d'habitude, mais il y a des murs d'opposition, tu vois, qui se lèvent. Et au contraire, tu vas voir le conjoint ou la conjointe qui va faire exprès de se mettre à manger le pire du pire, rien que pour lui casser les pieds. Mais c'est normal, parce que si on te force à faire un truc, en tout cas moi, je sais pas si c'est mon caractère méditerranéen, mais si on me dit il faut que tu fasses ça, il y a toutes les chances que je parte juste à l'opposé. Oui, moi je suis un peu pareil. Voilà. Donc, et je crois qu'on est tous un peu comme ça. Par contre, imaginons, tu vois, toi et ton ami, ta conjointe, j'en sais rien, vous avez tous les deux plein de boutons, t'as mal à la tête et tout ce que tu veux. Puis ta copine, elle te dit, moi je change mon alimentation. Tu dis, écoute, fais ton truc, fous-moi la paix, laisse-moi manger moi ce que je veux et toi fais ton truc. Puis au bout de 2 semaines, tu te rends compte que elle est de plus en plus joyeuse, elle a une peau qui va de mieux en mieux et tout. Toi, tu vas te dire spontanément, j'ai envie d'essayer moi aussi. Par contre, si elle manifeste rien, tu n'auras pas envie d'essayer. C'est pour ça que je dis aux gens, mais ça sert à rien de faire du martelage, du bourrage de crâne et tout. Si ce que vous dites est vrai, ça va se manifester et ça va impacter les autres simplement par votre état d'être. Donc, moi, je suis vraiment pour cette motivation par l'exemple uniquement et par
par le plaisir et par la joie, et non pas avancer à la baguette. On avance déjà suffisamment, beaucoup trop dans notre vie à la baguette, dans tous les secteurs de la vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans le métier, et ainsi de suite. N'allons pas apporter ça quand on parle de guérison, de réhabilitation. On est censé, enfin en tout cas moi, j'espère apporter des pistes et des solutions, des pistes de réflexion aux gens pour qu'ils aillent mieux. Donc on ne va pas commencer à faire ça à la baguette, à la contrainte. Non, ça j'y crois pas du tout. Donc c'est vraiment une invitation. Bah, ah, c'est une invitation, vraiment une invitation. Toi, t'es pas justement dans la ligne qui dit arrêtez la viande, c'est terminé. Ah non, mais moi je suis dans la ligne de rien du tout, c'est-à-dire que je dirai jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire. Parce que je ne prendrai pas cette responsabilité-là pour des tas de raisons. Premièrement, parce que je ne suis ni thérapeute ni rien du tout, et nous sommes dans un pays dans lequel il ne faut pas rigoler avec ça, donc voilà, je ne joue pas à ça. Et en plus, parce que je me dis, je ne veux pas endosser cette responsabilité, parce que c'est un jeu de mutuelle allégeance. C'est-à-dire que si j'ai dit à quelqu'un, tu dois faire ça, je prends du pouvoir sur lui, mais quelque part, il va me demander des comptes ensuite. Et c'est une espèce de jeu à deux dans lequel celui qui doit prendre ses responsabilités ne prend pas ses responsabilités. Moi, je dis juste, voilà ce que je comprends du fonctionnement du corps humain. Tu vois, tu viens me dire, tu viens me voir et tu me dis, voilà, je comprends pas, moi, après les repas, je suis lourd et ainsi de suite. Bon, je vais te dire, écoute, de ce que je comprends, moi, il me semble que dans ton alimentation, par exemple, le fait que tu consommes tel type d'aliment, ça peut participer à cette lourdeur. Et moi, si j'étais toi, je ferais l'essai pendant 15 jours, 3 semaines, de supprimer ou de changer ça. Mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Parce qu'au moins, si tu n'as pas les résultats escomptés, ça ne te concernera que toi. Parce qu'au final, on démissionne en permanence de notre responsabilité devant des spécialistes. Et qu'est-ce qu'on fait finalement ? On leur donne toute autorité sur nous et on pense qu'ils ont plus de capacité que nous à nous guider. Mais moi, dans mon expérience, particulièrement par rapport à l'alimentation, on a en nous énormément de capacités pour savoir ce qui est bon pour nous. Mais ça, on l'a oublié. On nous a persuadé qu'il faut toujours aller chercher à l'extérieur la validation par une autorité supérieure. Et ça, c'est très bien, parce que ça nous maintient sous la dépendance et sous le pouvoir d'une autorité supérieure. Et ça construit des systèmes extrêmement hiérarchisés, comme on a. Je veux dire, on est une société qui est ultra hiérarchisée, dans laquelle l'autonomie individuelle, elle est complètement niée. Et quand toi-même, tu veux faire quelque chose pour toi-même, tu vois, tout de suite, même tu as une espèce de peur viscérale qui monte. Tu te sens malade et puis tu te dis non mais attends, si j'ai pas l'avis d'un spécialiste, ça va pas. Mais qu'est-ce qui te dit que ce spécialiste, malgré sa superbe, malgré son aplomb, comprend réellement ce que tu as ? Je vais te dire ça, je l'ai vécu parce que je suis allé de spécialiste en spécialiste quand j'étais malade. J'ai même fait, puisque je me sentais mourir, j'ai fait des kilomètres, j'ai dépensé des sommes colossales. Et quand tu te sens mourir, tu cherches un sauveur. C'est automatique. Je sentais qu'à 33 ans, j'étais plus viable et j'étais en train d'y passer. Donc j'ai fait vraiment des kilomètres. Je suis même allé aux États-Unis dans des cliniques spécialisées. J'ai laissé tout mon argent à l'époque. Enfin, j'étais aux minima sociaux. Donc voilà, c'était pas le genre de choses qui s'improvisent. Je cherchais un sauveur. Et chaque fois, quelque part, les gens me disaient « Ah, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes telle pilule, telle pilule, telle pilule, telle pilule. » Mais au final, ils se plantaient. Ils ne pouvaient pas cerner le problème que j'avais. Et ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment. J'entends de plus en plus de gens qui me disent « Je suis baladé de spécialiste en spécialiste. » Et personne ne comprend. Et en plus, le pire, c'est que quand ils arrivent auprès du spécialiste, le mec, il a 3 quarts d'heure à leur consacrer. Comment veux-tu en 3 quarts d'heure raconter une histoire de vie ? Toi, tu as envie de tout expliquer. Tu as tout le schéma qui est clair dans ta tête. Et souvent, moi, ce que je dis aux gens, il n'y aura personne qui pourra vous écouter. Parce que de toute façon, le seul qui peut trouver vraiment la voie de sortie et vraiment la voie de guérison, c'est vous. Surtout qu'actuellement, avec des médias comme Internet, on a accès à mes cortèges de connaissances qui est fabuleux. Et moi, c'est quelque chose qui... Je ne suis pas a priori un pro-technologie. Moi, j'étais plutôt du style tranquille, basse technologie, tu vois, m'éloigner de tout ça. Mais je constate qu'actuellement, au travers d'Internet, il y a énormément de personnes qui sont des personnes qui n'ont aucune connaissance en biologie, en physiologie, qui se retrouvent confrontées à des problèmes pour lesquels personne n'a de réponse pour eux. Ils vont de spécialiste en spécialiste, et il y a un moment où ils se disent « Ok, personne ne peut tirer de là, alors c'est à moi de le faire. C'est à moi de m'en sortir. » Et il y a des contributions sur Internet qui sont absolument stupéfiantes, de mères de famille ou choses comme ça, qui ont des enfants qui vont mal, personne ne leur donne des réponses, et elles vont chercher par elles-mêmes. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué parce que on croit que pour comprendre et pour guérir le corps humain, pour guérir un humain, il faut arriver à comprendre le fonctionnement de toutes les petites parties du corps humain. Chaque petit détail doit être compris. Or, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus on va dans le détail, plus c'est complexe. C'est-à-dire que chaque fois, ça ouvre comme une espèce d'infinité de complexité. Et puis, on rentre à l'intérieur de la cellule, et là, on rentre dans un domaine qui est encore plus grand. Et puis, on rentre à l'intérieur de la mitochondrie, c'est encore plus grand.
Et quelque part, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'est pas si nécessaire de comprendre le détail de fonctionnement de toutes les choses. Et d'abord, d'après moi, c'est même illusoire, on n'y arrivera jamais. Par contre, ce qui est important de connaître, c'est les conditions de fonctionnement pour que ça fonctionne de manière adéquate. Et regarde, quand tu achètes un ordinateur, ça m'étonnerait que tu comprennes le fonctionnement de toute ta machine. Par contre, ce que tu as besoin de savoir, c'est dans quelles conditions il va falloir brancher ton ordinateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le brancher sur du 220 ou sur du 110 ? Est-ce qu'il faut aérer ta machine ? Enfin voilà, des conditions comme ça. Et une fois que tu sais ça, ça fonctionne. Ça fonctionne de manière adéquate. Il me semble, et en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté, que pour les humains c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que avant tout, plus que de comprendre pour comprendre, alors moi je suis quelqu'un qui a une formation un petit peu intellectuelle, donc j'aime bien comprendre pour comprendre, j'aime bien un peu décortiquer, donc je me fais plaisir de temps en temps. Mais souvent je dis aux gens, ça considérez que c'est juste du plaisir intellectuel, hein, rien de plus. En vérité ce qui nous importe c'est de savoir quels sont les moyens d'aller bien. Parce qu'en vérité pour moi la santé, ça ne devrait pas être un problème. Et ça ne devrait certainement pas occuper cette place-là dans notre vie. Pour moi, ça devrait être vraiment le truc, on le règle une fois pour toutes. Et une fois qu'on est en bonne santé, eh ben, on utilise nos bras, nos bouches, notre cœur pour faire quelque chose de productif, qui apporte du bien à nous et aux autres. Et on n'est pas là pour s'inquiéter de savoir ce qu'on va manger le lendemain. Enfin, pour moi, moi, ça devrait être le cadet de nos soucis. Le problème, c'est que notre mode de vie actuel et notre alimentation fait que souvent, on souffre. On se lève le matin, on souffre, et ça nous bride dans notre créativité, notre capacité à mettre nos bras et nos mains au service. Mais pour moi, la fonction de l'humain, c'est de servir. C'est de servir, c'est de manifester de belles choses dans cette vie, c'est de créer du lien, c'est de manifester de l'amour, c'est de soutenir les autres, c'est de s'entraider, c'est de participer à cette merveilleuse histoire humaine. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes sur le carreau, comme moi j'étais sur le carreau, parce qu'on n'est pas viable et que personne n'a de solution pour nous. Et je me suis rendu compte que c'était souvent simplement des questions de choix de vie et des choix alimentaires en particulier. Eh ben, on va faire sur ces paroles, on va faire une petite pause. Voilà, la régie, elle est prête, elle me dit c'est parfait. Super. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Voilà, donc poster. Super. Voilà, et pas d'aspartame ou de choses bizarres. On va éviter. Voilà, naturel. Il y en a qui en ont besoin d'ailleurs, parce que ça rend les gens méchants. Je crois qu'il y en a, ils ont trop mangé de chips. Enfin, bref, on fait une petite pause transition. Merci. Voilà, on est de retour. Voilà, sans le retour de la musique, c'est encore mieux. Et toujours avec Thierry Casanova, toujours sur la libre antenne, toujours la saison 2 et toujours sans adresse fixe. Mais bon, ça va changer bientôt. Et donc, on va prendre les questions parce que tu sais qu'il y a pas mal de questions depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a de tout dans les questions. Non, alors, il y a des questions plus méchantes et d'autres plus gentilles. Alors, on va alterner un peu. Voilà. Donc, par exemple, on me dit... que pense Thierry du jeûne lunaire, à savoir comment pratiquer le jeûne les jours de pleine lune et de nouvelle lune, ou plus largement, comment intègre-t-il l'influence de la lune sur l'homme et la nature ? Ouais, alors là, je suis vraiment pas spécialiste de ça, donc je serais mal placé pour y répondre. J'ai constaté effectivement l'influence de la lune, enfin c'est constaté par tous les jardiniers, ainsi de suite, sur la croissance des plantes et ainsi de suite. Par contre, le jeûne lunaire, je sais que c'est une pratique. La pratique du jeûne dans l'absolu, la pratique du jeûne régulier, c'est quelque chose là aussi qui a rien de nouveau, qui est même une technique de soins et d'hygiène corporelle vraiment ancestrale. Hein, je veux dire, ça a été pratiqué depuis des temps immémoriaux. Alors, à la pleine lune ou à la nouvelle lune, pourquoi pas. Enfin voilà, ça, c'est pas mon domaine de compétence. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai une particulière connaissance. Alors, on me dit aussi, que penses-tu du fructose ? Les œufs sont-ils une bonne source de sodium ? Alors, c'est deux questions différentes. Ouais, c'est deux questions différentes. Alors, le fructose, c'est vraiment très très intéressant. Parce que le fructose, il y a énormément de personnes, quand tu leur parles de manger beaucoup de fruits, le fructose, c'est un sucre qui est majoritairement présent dans les fruits. Et on te dit, non mais attends, il y a énormément d'études qui associent la consommation de fructose à des taux de diabète plus élevés, énormément de maladies métaboliques, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a une énorme arnaque. C'est que quand on parle de fructose dans toutes ces études, les études ont été faites avec quelque chose qui est du fructose qui s'appelle du sirop de maïs concentré. C'est-à-dire qu'on a pris du maïs qui contient du glucose, on l'a chauffé à très haute température, on l'a transformé, on a obtenu un fructose qui est du sirop de maïs concentré. Et c'est à partir de ce sirop de maïs concentré, qui est un produit qui est extrêmement transformé, qu'on a fait toutes ces études, qui n'a rien à voir avec le fructose qu'on va trouver dans les fruits. Donc, par contre, déduire que tous les produits à base de sirop de maïs concentré causent des problèmes de diabète et tout, ok. Ça veut dire tous les sodas et ainsi de suite. Par contre, en déduire que ça cause de la maladie métabolique à cause des fruits, non, on peut absolument pas le dire. En plus, moi, à titre de provocation, j'aurais tendance à dire, ok,
on n'est quand même pas une civilisation qui est connue pour sa surabondance de consommation de fruits et de légumes. C'est plutôt le contraire. Et les diabètes de type 2, à ce que je sais, actuellement, c'est massif, c'est une véritable épidémie. Donc, c'est pas la consommation de fruits et de légumes qui cause des diabètes de type 2. Actuellement, c'est plutôt la consommation de soda et de plats préparés. Donc là encore, c'est une technique de malversation pour faire croire que un produit est le même que l'autre. C'est pas parce qu'il y a le même nom, on dit fructose, mais en fait, c'est la même chose par exemple qu'avec les graisses saturées. Il y a toute une polémique sur les graisses saturées. On t'a dit, ouais, les graisses saturées, ça cause les arrêts cardiaques, le cholestérol et ainsi de suite. On s'est rendu compte qu'en fait, tous les tests qui ont été faits sur les graisses saturées ont été faits sur ce qu'on appelle des graisses saturées trans. En fait, pour faire simple, c'est des graisses qui étaient insaturées, qu'on a chauffées à très très haute température pour les saturer. Et ça a été fait délibérément pour discréditer les graisses saturées. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait promouvoir ce qu'on a appelé les graisses insaturées, c'est-à-dire les graisses qui étaient issues des huiles de type huile de soja et huile de tournesol. Le soja et le tournesol étant des cultures qui ont été mondialisées à l'échelle de la planète et qui étaient de la grande agro-agriculture. Il faut bien penser quand même que nombre des études qui sont produites actuellement sont téléguidées. Elles sont financées, il y a, sans jouer au conspirationnisme, les lobbies sont extrêmement puissants dans ce monde. Il y a des groupes de pression qui ont des moyens colossaux. Et ces études-là, elles sont là pour arriver à une finalité. Et souvent, elles ont des visions à vraiment moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on va nous envoyer des études pendant 2, 3, 4, 5 ans pour créer une espèce d'atmosphère qui va faire qu'ensuite, on va nous servir une théorie, on va commencer à jeter l'opprobre sur tel aliment ou sur tel produit, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, ça va dans le sens d'une destruction des produits qui étaient des produits simples d'accès, des produits traditionnellement utilisés pour promouvoir quelque chose qui est de l'ordre du industrialisé, manufacturé, parce qu'il y a une rentabilité qui est bien supérieure. C'est-à-dire les produits bruts en tant que tels rapportent beaucoup moins que les produits qui sont élaborés. Parce que tu as tout le packaging, tu as la grande distribution, tu as tous les emballages, tu as tous les intermédiaires. C'est beaucoup plus rentable. Oui, bien sûr. Donc, il y avait aussi, alors, autre question, question qui fâche, on va dire. Quel conseil a-t-il à donner à ceux qui rencontrent des gros problèmes de santé suite à ces conseils ? Alors, premièrement, comme je l'ai dit, je m'efforce, et le plus possible, de ne pas donner de conseils de santé. Parce que, de toute façon, je me mettrai hors la loi. Donc voilà, je tiens à vivre tranquille à ce niveau-là. Donc je ne donne pas de conseils de santé. Ensuite, il y a effectivement des personnes qui m'ont reproché d'avoir induit des comportements chez d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment prendre les gens pour des nigauds. C'est-à-dire, c'est nier la responsabilité individuelle de chacun. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais dire quelque chose que tout le monde est censé l'appliquer à la lettre et le respecter à la lettre. Moi, je dis, voilà ce que je fais moi, voilà ce que je comprends moi. Après, il y a la responsabilité individuelle qui fait que les gens vont faire leur choix délibérément. Quand ils parlent des gens qui ont rencontré des gros problèmes de santé suite à ces conseils, force est de constater qu'ils sont quand même certainement minoritaires parce que, au travers des conférences, des stages que je fais, au travers même, on a un site qui s'appelle regenere.org, il y a un livre d'or. Contrairement, ça gêne du monde, donc il y en a qui disent qu'on efface les commentaires sur le livre d'or. Alors, on peut toujours le prétendre, c'est archi faux, il n'y a aucun, et pourtant il y a des centaines et centaines de témoignages, et c'est pas moi qui les ai rédigés en prenant chaque fois un prénom différent, il n'y a pas de problème de ce côté-là, j'ai autre chose à faire de mes nuits. Il y a des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont vu leur santé fortement améliorée. Pour ceux pour qui ça n'a pas marché, la plupart du temps, je dis ok, mais ça vaut le coup de se poser et de comprendre pourquoi, à quel niveau ça n'a pas fonctionné. Parce que si on a tous la même constitution, c'est-à-dire au final, l'organisme, s'il fonctionne de manière adéquate, on a tous les mêmes besoins. Par contre, on n'a pas tous le même point de départ. C'est-à-dire qu'au niveau terrain, on n'a pas tous les mêmes héritages. Il y en a qui vont, à leur naissance, hériter d'un capital minéral, d'une quantité de minéraux, d'un capital nerveux qui va être très bon. Et eux, ils vont pouvoir se permettre de brûler la chandelle par les deux bouts sans avoir trop de difficultés. Puis il y en a d'autres qui démarrent leur vie, et ils ont un compte en banque qui est très très bas. Très très bas. Et donc, si effectivement ces gens s'engagent de la même façon dans des réformes alimentaires trop drastiques et trop rapides, celui qui a un bon capital, ça va super bien se passer parce qu'il a la capacité métabolique d'encaisser ces changements. Parce que tout changement pour le corps, même un changement de régime alimentaire, est une forme de traumatisme, d'ébranlement, qui demande un temps d'adaptation, bien sûr. Il y a des bénéfices réels, certains, et il y a des centaines de personnes pour en témoigner, mais ça demande quand même un temps d'adaptation. Pour les organismes trop faibles, si la transition est trop rapide, ça ne marche pas. Ça, dès le départ, dans les vidéos, je l'ai dit, et j'ai toujours dit aux gens, le maximum que vous puissiez aller doucement.
progressivement. N'essayez pas de tout réformer du jour au lendemain. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y très 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 doucement pour permettre au corps de s'adapter. Parce qu'on sait que, tu vois, par exemple, quand on parle de changement d'alimentation, eh bien, on a dans nos intestins une quantité incroyable de bactéries qui sont ce qu'on appelle le biote intestinal. On a 10 fois plus de bactéries dans le corps que de cellules. On parle toujours des cellules du corps, on a 10 fois plus de bactéries. Et particulièrement dans les intestins. Ces bactéries, elles sont là pour digérer la nourriture, pour la transformer, pour la métaboliser, pour l'élaborer et faire en sorte qu'on puisse s'en nourrir. Elles réalisent tous les processus de transformation. Ces bactéries, elles sont spécifiques à notre régime alimentaire. Si du jour au lendemain, on passe d'un régime à un autre radicalement différent, les bactéries qui sont là, qui avaient été designées pour ce régime-là, elles ne comprennent plus. Elles ne sont pas adaptées. Et pendant un temps, ça ne va pas marcher. On va avoir des couacs, on va mal assimiler, on va être... Bon, c'est pour ça que je dis, autant que faire se peut, autant faire une transition très progressive pour permettre que ça soit le plus anodin possible. La plupart du temps, les personnes qui ont eu des difficultés, des personnes qui se sont jetées à corps perdu. Pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré un message qui les a séduites intellectuellement, et c'est magnifique. Elles se sont dit, waouh, là il y a quelque chose, je comprends, ça correspond à quelque chose. Ok, j'adhère énormément à ça, sauf qu'ensuite il faut avoir la sagesse aussi de tenir compte de l'état dans lequel on est réellement et de l'appliquer en connaissance de cause. C'est pour ça qu'il y a ce que je partage dans les vidéos, mais dans les vidéos, je ne peux faire que du généraliste. C'est-à-dire que je ne fais pas de la consultation, je ne fais pas d'individuel. J'ai fait ce choix-là. J'aurais pu choisir de passer un diplôme de naturopathe et puis de faire des consultations en cabinet. Ça n'a pas du tout été mon propos. J'ai préféré faire cette activité en développant et en partageant. Ça a toujours été mon propos. Et je dis toujours, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, l'association donne des stages, qui sont en plus des stages vraiment financièrement extrêmement accessibles. Là, tu vois, je suis sur Paris pour donner un stage. Et dans ces stages, j'essaye de donner toutes les clés pour une individualisation. Mais pareil, là aussi, je donne des clés pour une individualisation. J'essaye pas de répondre et de jouer au pseudo-thérapeute que je ne suis pas. Je n'en suis pas un. Et pour moi, c'est primordial de redonner la responsabilité à chacun. Parce qu'on a une responsabilité colossale dans les événements qui nous arrivent dans notre vie. On est toujours en train de chercher des responsabilités ailleurs, en haut, en bas, papa, maman, l'État qui a fait ça contre nous, et ainsi de suite. Tout à l'heure, tu évoquais ce qui s'est passé pour Coca-Cola, par exemple, en Espagne, et tu as dit, voilà, quand les gens se rebellent finalement contre une marque, quand ils reprennent leurs responsabilités, quand ils boycottent une marque, ils peuvent la faire péricliter. On a un pouvoir qui est immense entre nos mains. Sauf qu'on l'oublie bien trop souvent. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que je pense que c'est une part essentielle de la guérison, c'est que chacun se réapproprie son propre pouvoir, avec aussi les conséquences et la responsabilité. Prendre des responsabilités, c'est aussi accepter de prendre des risques, de les assumer et d'en tirer les conclusions, quelque part. De se dire, ok, pour moi, il n'y a pas vraiment d'expérience mauvaise. Il y a le fait de savoir tirer des conclusions et de comprendre ce qui s'est passé. Tu fais un changement alimentaire, tu vas trop vite, ou tu te dis, ok, là j'y suis allé trop vite, c'était pas bon, ok, je fais machine arrière. Puis je reprends soit dans la même direction en y allant progressivement, soit tu te dis ok non mais là pas ça, puis tu vas essayer autre chose. Pour moi, la vie n'est un échec que s'il n'y a pas d'apprentissage. S'il y a des apprentissages, quoi que ce soit qui t'arrive, tu apprends en permanence. Tu vois, vous avez une déboire à Meta TV, je pense que toi ça va changer ta façon de traiter les choses et ainsi de suite. C'est le moins compliqué. Voilà, ton rapport aux autres, tu prendras peut-être plus de précautions. Voilà, tu vois. Et là il y a eu un apprentissage et finalement. C'est juste un événement qui, dans quelques semaines, sera passé anodin. Là, pour l'instant, ça prend voilà, c'est ton actualité, mais dans quelques temps, ça sera un événement anodin. Et je pense que c'est important de redonner à chacun la responsabilité de ses actes. C'est-à-dire de ne pas... je n'endosse pas à titre personnel les gens qui me disent « Ah, mais moi, je vais mal à cause de toi ». Là, je leur dis « Non, je suis désolé, là, il y a mal d'ol. Tu ne vas pas mal à cause de moi, comme tu ne vas pas bien grâce à moi. » Je veux dire, moi, je partage les choses, tu vas bien grâce à toi, parce que tu as fait des choix et que tu les as mis en pratique. C'est grâce à toi, c'est grâce à tes choix, c'est pas grâce à moi. Moi, j'y suis strictement pour rien. Je n'ai pas l'arrogance de penser que j'y suis pour quelque chose. Et d'ailleurs, de toute façon, tout ce que je transmets, ça m'a été transmis. Je suis allé me former, je suis allé rencontrer des enseignants, des naturopathes. Donc, j'ai pas la science infuse, c'est pas la révélation. Je suis pas, voilà, je canalise rien du tout. C'est juste que j'ai rencontré des gens que j'ai identifiés comme étant les meilleurs dans leur discipline. Je me suis donné les moyens d'aller rencontrer parce que ça me passionnait. J'ai pris d'eux ce qui me paraissait important. Ce que j'ai fait aussi et qui m'importe beaucoup, c'est que j'y suis allé dans une démarche qui était une démarche incluante et non pas excluante. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer différents spécialistes dont certains n'étaient pas du tout dans la même approche. En me disant, je vais chercher chez celui-là tel type de connaissances. En sachant que le reste, bon, ça m'intéresse pas, je suis pas d'accord avec lui, mais peu importe. Là, dans ce domaine, il a quelque chose vraiment de spécifique à m'apporter et je vais le chercher chez lui. Et puis, même si je suis pas d'accord, je vais quand même lire parce que il est connu comme étant un spécialiste dans son domaine,
Donc certainement, il doit y avoir des vraies questions qu'il pose. Je ne peux pas avoir l'outrecuidance de penser qu'il a tout raté. Là, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'aime bien aller explorer vraiment des voies très diverses. Et des fois, ça perd un peu les gens qui me disent « Non mais t'as pas de continuité ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de créer une idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est que, comme je te l'ai dit au départ, il y ait des gens qui arrêtent de souffrir physiquement et psychiquement, pour qu'enfin on puisse passer à autre chose, c'est-à-dire à construire un bon monde. Parce que actuellement, il y a un problème, c'est que on a un système qui est sur sa fin, ça me paraît une évidence. On a un épuisement des ressources qui est évident. Et que si ça s'arrête maintenant, on va juste tous mourir de faim parce qu'on n'a rien planté, parce que nos campagnes sont désertes. Donc pour moi, j'ai une priorité. Enfin, par exemple, je me suis beaucoup intéressé, j'ai même participé à l'enseignement de la permaculture, par exemple. Ouais. Et pour moi, ce que je voudrais, c'est que chacun se retape pour aller se mettre à planter des arbres et à repeupler les campagnes et à recréer des collectivités locales, autonomes, qui sont capables de vivre en autonomie, non pas en autarcie, qui sont capables de s'autodéterminer, réapprendre une vraie gestion politique à la base, enfin voilà, remettre tout ça en place. Et pour ça, on a besoin de ne pas souffrir du dos, de la tête et ainsi de suite, pour pouvoir faire toutes ces initiatives. C'est le propos. Alors, je vais reprendre encore une question, parce qu'il y en a tellement. Bah tiens, justement, à ce propos, on nous demande, et c'est vrai, quel avenir pour manger des insectes? Est-ce que ça, c'est une question... Ouais, c'est très à la mode actuellement. C'est très à la mode, voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses, les insectes? Bon, c'est bio déjà, au moins, les insectes. On va dire que ça rentre dans le cadre d'une alimentation presque d'un végétarien. Il peut manger des insectes. Alors oui, d'un végétarien, il te dirait non. Il te dirait non. Non, mais non, les végétariens ne mangent aucun produit animal. Les végétaliens, particulièrement les végétariens, il y a différentes classes. Après, remplacer la consommation de gros mammifères par des insectes, sur le plan biologique, on y est certainement beaucoup plus adapté. Ensuite, il y a quand même un frein culturel. Ça, c'est évident. Moi, on m'a beaucoup parlé de manger des sauterelles, par exemple. Théoriquement, je comprends. Ça me semble sensé. Je t'avoue que pratiquement, je ne suis jamais passé à l'expérience. Voilà. J'ai mes inhibitions, moi aussi. Ça m'a jamais tenté. En Asie, quand j'étais en Asie, ils vendaient énormément de larves. J'avais essayé d'en manger, plus pour le défi qu'autre chose. Voilà, je ne sais pas si c'est ma culture ou pas, mais en tout cas, je constate que j'avais quand même... Voilà, je l'avais fait par provocation, je l'avais fait, j'en étais pas mort, voilà. Mais je ne me projette pas trop là-dedans. Voilà, j'ai un peu de balle. Mais sur le plan physiologique, c'est certainement beaucoup plus sensé. Et ça ne... sur le plan de du type de traitement des animaux, ça serait certainement beaucoup moins violent et beaucoup moins atroce que les élevages qui sont faits actuellement. Certainement. Je ne suis pas certain qu'on soit prêt à accepter cela, mais pourquoi pas? Alors, on me dit aussi, beaucoup de sucres diététiques et de pratiques relevant plus ou moins du jeûne vont aussi dans ce sens pour tenter d'affamer, voire de tuer les cellules cancéreuses. Mais elles peuvent générer des désordres énergétiques et surtout augmenter l'apport de sel en potassium. Il faut savoir que le potassium est le sel de prédilection du milieu intracellulaire. Parce qu'il dit que, voilà, en fait, la question de départ, parce que ça, ce que la citation que je viens de faire, c'est celle du docteur Alain Scoy. Oui. Il dit, que pense Thierry de cet argument contre le crudivorisme ou l'excès de potassium? Et donc, c'est l'argument que il y aurait un excès de potassium en mangeant trop de légumes crus. Sans rentrer dans trop de détails, en fait, ça ne va pas être les légumes, ça va être les fruits. Parce que les fruits apportent plus de potassium que de sodium. Or, dans le corps humain, tout fonctionne par équilibre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir n'importe quelle quantité de tel minéral par rapport aux autres. Tout doit fonctionner en équilibre. Et il y a un équilibre qui est très particulier, c'est l'équilibre entre sodium et potassium. Et si tu consommes énormément de potassium, il faut que ton corps ait la capacité de garder son sodium pour équilibrer tout ça. Et effectivement, chez certaines personnes, je pourrais te dire dans quel cas, j'ai remarqué que à force de manger des fruits, le potassium a augmenté, et pourtant, il n'avait pas le sodium qui suivait. Dans quel cas ça se trouve? Il se trouve que les quantités de sodium dans le corps, elles sont régulées par une hormone qu'on appelle l'aldostérone. C'est une hormone qui est produite par deux petites glandes qui se situent là, qui s'appellent les glandes surrénales. Cette hormone, elle permet finalement de réabsorber notre sodium et d'augmenter la quantité de sodium dans l'organisme. Quand les gens sont en état de fatigue chronique, ces glandes surrénales, c'est vraiment les glandes qui sont liées à la fatigue chronique, sont complètement épuisées. Ils ne produisent plus assez de cette hormone et donc ils n'ont plus assez de sodium dans l'organisme. Effectivement, s'ils se mettent à manger que des fruits, il y a un déséquilibre profond qui s'installe et c'est délétère. C'est délétère. Alors, je vais te dire, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont en état d'épuisement chronique, s'ils se fient toujours pareil à leur plaisir, les fruits, il y a un moment où ils n'en peuvent plus. Ils n'ont juste plus envie d'en manger. Ils ont juste envie de sel, ils ont envie de trucs salés. Et d'ailleurs,
cet épuisement chronique et ce besoin de sel, ça fait que des gens qui sont extrêmement fatigués, particulièrement le soir, vont se ruer sur les chips et des choses comme ça, des choses hyper salées. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, le matin, tu te réveilles, bon, tu as eu ta nuit, voilà, tu t'es un petit peu reposé, tu as remonté un petit peu ton niveau d'énergie. Et puis le soir, tu arrives, tu as toute la journée de boulot, tu es épuisé et tu as besoin de ce sel-là que tu n'arrives plus à garder et que tu perds en permanence. Donc cet argument, il est valable pour des gens qui sont épuisés s'ils se lançaient à ne manger que des fruits. Mais, comme je te l'ai dit dès le départ, il y a pas de... Il y a des gens qui disent « Ah mais moi j'ai suivi le régime Casasnovas et je vais moins bien ». Et je leur dis « Mais c'est mal tombé parce qu'il n'y a pas de régime Casasnovas. Je ne sais pas ce que c'est le régime Casasnovas. J'ai pas de régime, je ne fais pas de régime. Tout ce que je dis c'est qu'il me semble qu'il y a des aliments qui sont propices à l'être humain, qui sont adaptés à l'être humain. C'est les fruits, les légumes majoritairement crus. Quand je dis fruits et légumes, c'est tous les fruits et tous les légumes. Il y a les fruits oléagineux, les noix, les amandes, les avocats, les noix de coco, tout ce que tu veux. On est adapté selon les choix de l'individu, selon les choix éthiques de l'individu, et que je ne tiens pas à diriger, on est adapté à une petite consommation de produits animaux, et c'est tout. Ça me paraît la base de l'alimentation humaine. Ça ne veut pas dire que tu vas te sentir mal si tu consommes de temps en temps sporadiquement des autres trucs, mais globalement, ça devrait être la base de notre alimentation. Il n'y a pas de régime. Moi, j'aide à définir un cadre, et dans ce cadre, chacun est libre de se déplacer et d'arriver à trouver ce qui lui convient exactement. Il y en a, ça va être plus de légumes, il y en a, c'est plus de fruits, il y en a, c'est plus de trucs gras, il y en a, à chacun de s'équilibrer. Et cet équilibre, eh bien, on arrive à le réaliser à partir du moment où on est aussi lié à son ressenti. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, et c'est pas quelque chose qui est purement théorique, c'est pas une espèce de belle idée, de belle théorie qui se développe. On arrive réellement à ressentir ses besoins, ses réels besoins. Et d'ailleurs, on les a même avec l'alimentation classique. On a des appétences, mine de rien. On a des appétences pour certains légumes, pour certains plats préparés, plus ou moins. Il y a les becs sucrés, il y a les becs salés. Bon, mais ça correspond à des profils hormonaux, à des profils du terrain. Ceux qui sont plus salés, c'est des gens qui sont plus en état de fatigue chronique. Ceux qui sont plus sucrés, ça va être plus des gens, qui ont des problèmes de métabolisme du sucre, par exemple. Et donc, on est en permanence guidé par ces appétences. Donc, il n'y a pas de régime Thierry Casasnovas. Il y a une proposition d'un cadre et après chacun retrouve sa liberté dans ce cadre. Et pour moi, c'est la seule façon de procéder. Il y a deux possibilités. Tu sais, l'exemple que je donne toujours, il y a deux possibilités. Imaginons que tu habites à côté d'une voie rapide et tu vis avec un chien. Tu as un chien. Tu as deux possibilités. Soit ton chien, tu ne clôtures pas ton terrain et ton chien, tu dois toujours le tenir en laisse. D'accord ? Pour chaque fois le maintenir. Et puis alors, il est tenu en laisse, il avance un petit peu, mais crac, tu l'arrêtes. Ça pour moi, c'est la diététique moderne. C'est-à-dire qu'on avance un petit peu à l'aveuglette, on n'a pas de cadre prédéfini, on n'a pas de cadre sécurisé. Donc on avance et puis il se trouve qu'on se retrouve confronté à des trucs qui sont aberrants. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit faut pas manger de chips parce que ça te rend gros, ça te donne du diabète et ainsi de suite. Et en même temps, toi, quand tu manges des chips, c'est super bon. Alors tu te retrouves, moi je me retrouve souvent avec des gens qui sont devant moi, qui mangent un plat, et puis qui me regardent, qui me disent « Ouais, je sais, ça c'est trop mauvais pour moi ». Et là je regarde, je me dis « Mais attends, il y a un problème quoi. Tu manges un truc en me disant que c'est mauvais pour toi ». Enfin je veux dire, tu vois, il y a une espèce de décalage entre ce qu'on nous dit d'un côté et ce que l'on expérimente. C'est pourquoi? C'est parce qu'il me semble que le cadre dans lequel on est n'est pas un cadre adapté. Par contre, il y a une autre possibilité avec ton chien, c'est plutôt de le maintenir en laisse en permanence, tu clôtures ton terrain, et sur ce terrain, tu le laisses libre de s'épanouir, parce que tu sais que sur ce terrain, il est en sécurité. Moi, ce que j'essaie de définir au travers de ces vidéos, c'est un cadre alimentaire et de mode de vie aussi, qui est un cadre sécurisé. Et après, chacun va faire ses expériences dans ce cadre-là. Alors, on me dit... Un conseil pour prendre du poids, ça fait des années que je suis sous la barre de 70 kg pour 1m80, pourtant je mange normalement de tout ça, je vais au WC tous les jours, petite précision. Autre question, un conseil pour les constipations chroniques. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil, parce qu'on parle toujours de maigrir, mais il y en a qui ont besoin aussi de prendre du poids. Et, ça a été mon cas longtemps. Voilà, très, justement. Très, ouais, ça a été mon cas très très longtemps. J'ai mis... On va dire, là maintenant je suis revenu à mon poids de forme, j'étais toujours quelqu'un, enfin toujours non, jusqu'à 18 ans j'étais en surpoids, mais à partir de 18 ans je me suis mis à faire beaucoup de sport, je faisais beaucoup de courses à pied, donc j'avais cette physionomie, je suis exactement à mon poids de forme de quand j'avais 20 ans à peu près. Et il est vrai que j'ai repris du poids de façon assez forte, en moins d'un an. En moins d'un an j'ai pris plus de 10 kilos de muscles en plus particulièrement, et il y a beaucoup de personnes que ça a étonné. Alors il se trouve que je m'intéresse beaucoup et je pratique beaucoup l'herboristerie, et que je m'étais intéressé depuis longtemps à des plantes qui auraient des vertus anaboliques, c'est-à-dire de construction des tissus. Tu sais, on parle souvent des anabolisants, mais il y a des plantes qui ont des vertus anaboliques. Je me suis énormément concentré là-dessus, et comme je suis passionné par l'herboristerie, moi quand je consomme des plantes, j'en consomme des quantités impressionnantes. Je pense que ça a participé.
c'est un des éléments. Le deuxième élément, pour moi, ça a été aussi de sortir de mon état de fatigue chronique dans lequel j'étais, d'épuisement. Parce que quand il y a 8 ans, j'étais au bout du rouleau, j'étais en épuisement chronique. J'avais commencé à remonter, puis il s'est trouvé que j'ai eu un accident de la circulation qui a été assez traumatique pour moi, qui m'a endommagé toute la mâchoire. Et donc pendant 2 ans, j'ai eu des opérations très lourdes qui ont créé énormément de stress. Et là encore, ça a accentué mon épuisement. Et donc il a fallu encore 3 ou 4 ans pour que les effets du stress induits par toutes ces opérations, qui étaient très très lourdes, diminuent et que mon organisme retrouve la capacité à utiliser les aliments, à les digérer de manière normale. Donc je pense que tous ces éléments-là ont contribué. Et puis il y a eu aussi, et j'en parlais là cet après-midi, alors après voilà, ça parle à qui ça veut, il y a eu pour ma part vraiment la prise de conscience que je souffrais de cet état de maigreur, malgré mes dires, tu vois, je jouais toujours le gars, ouais, non, ça n'a aucune importance, mon apparence physique, je m'en moque. Puis en vérité, j'étais très blessé. Et une personne qui était très proche, qui a beaucoup d'attention pour moi, a prié pour moi, et vraiment a prié, a mis son intention, m'a soutenu dans cette démarche. Et ça aussi, ça a participé à cette réhabilitation. Alors lequel de ces facteurs? Je pense que les plantes, le repos ont participé énormément. Je pense que c'est aussi le fruit de tout ce que j'avais planté les années précédentes, tu vois, toutes ces pratiques alimentaires, de santé, et qui à un moment se sont révélées et ont pris leur apothéose. Mais c'est vrai que ça a mis du temps, et très longtemps, on s'est pas mal moqué de moi parce que voilà, je ressemblais à un cure-dent. Maintenant, non mais c'est bien pour moi parce que tu veux, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, chaque fois que je croisais quelqu'un, j'avais besoin de me justifier par rapport à mon histoire. C'est-à-dire que je disais aux gens, non mais je suis comme ça parce qu'il y a 8 ans, tatati, tatata, tatati. Maintenant, ma joie, c'est que si quelqu'un ne me connaît pas, il me croise, j'ai pas besoin de lui raconter ma vie, de lui dire, ouais, j'ai été très malade, j'ai vécu un enfer et tout ce que tu veux. Le mec, il se dit, mais il est juste normal, c'est quelqu'un qui est fin, je suis fin, et puis c'est tout.